Le phénomène de féminicide prend de l'ampleur au Cameroun. Les récentes actualités le démontrent clairement. Ce midi, nous interrogeons les facteurs qui favorisent sa croissance au Cameroun. Alors, nous avons sur ce plateau Jacqueline Koyok, sociologue, professeure d'université. Bonjour, professeur. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et c'est moi qui vous dis merci de m'avoir permis d'apporter ma modeste contribution à cet important débat social. En deuxième partie, nous recevons sur ce plateau Raoul Lemopi. Avec lui, nous allons parler des 96 milliards prévus dans la loi de finances pour apurer la dette des enseignants. Mesdames et messieurs, votre rétrospective de l'actualité, le Grand 7, c'est sur Dash News. À tout de suite. Je vous propose à présent un élément qui essaie de démontrer à quel point le mal est profond. Les organismes ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. La femme ne cesse de subir les violences au sein de la société camerounaise. Regardez. L'augmentation préoccupante des cas de féminisme enregistrés au Cameroun depuis janvier 2023 ne laisse personne indifférent. Selon une analyse situationnelle des violences basées sur les genres au Cameroun faite par Mme Bekono Bernadette Françoise, sous-directeur de la promotion des droits de la femme, publiée le 7 novembre dernier, 52,6% de femmes en union ont subi des violences domestiques ou conjugales. Une situation que certains Camerounais déplorent avec la dernière énergie. Une femme, c'est une partenaire d'un homme, donc ce n'est pas une esclave. Vous comprenez? Donc une femme, c'est une partenaire, donc on doit... S'il y a un souci, on essaie de s'asseoir et on discute ensemble. Mais taper sur une personne, ce n'est pas normal. Que ce soit les enfants, que ce soit les femmes. Ça ne vient pas une fois. C'est une succession. C'est un début et ensuite, ça prend le coup de... Si vous voulez regarder dans la Bible dit quoi? Que la femme fait partie de l'homme. Que Dieu, en créant la femme, il a enlevé une couche pour fabriquer la femme. Donc, quand vous trouvez une femme, ça veut dire que vous deux, vous faites une. Pour les spécialistes, la réinsertion sociale d'une femme qui a été victime de violences conjugales est très souvent difficile. Elles sont généralement condamnées à vivre dans la peur. Des blessures simples aux coups mortels, la loi réprimande vivement ces agissements qualifiés de barbares. Les auteurs des actes de ce genre sont punis des peines allant de 6 mois à 10 ans de prison et des amendes allant de 100 000 à 2 millions de francs CFA. Alors, professeur, qu'est-ce qui peut justifier le fait pour la femme de subir autant de violences au sein de la société? Disons que les violences exercées sur des femmes sont une construction sociale. Il y a d'abord, au niveau religieux, on nous dit toujours que la femme a été constituée à partir de la côte de l'homme. Et deuxièmement, lors des cérémonies de mariage, généralement on désigne l'homme comme chef de famille. Et également, dans la plupart de nos coutumes, la femme dépend de l'homme. Quel que soit son niveau, au niveau social, économique, elle doit dépendre de l'homme. Et on dit toujours qu'elle lui doit soumission. Je crois que tous ces facteurs culturels, économiques et sociaux
permettent de donner directement ou indirectement la primauté pour l'homme de toujours vouloir s'imposer. Alors que normalement un couple devrait vivre par les liens de dialogue, de collaboration entre l'homme et son épouse, parfois entouré de tous ces paradigmes, l'homme se croit à mesure de toujours dominer. Et je me dis, cela cause un préjudice énorme et, à mon humble avis, on peut bien dominer, mais de manière naturelle, sans toutefois porter atteinte à la vie ou à la santé de sa compagne. Je ne suis pas en train de juger l'un et l'autre parce que c'est un problème très complexe. J'ai toujours vu, lorsqu'il y a eu violence, tout le monde, ou presque, donne tort à l'homme. Et je ne fais qu'analyser quelques critères qui peuvent permettre à l'homme d'oser. Je sais que les hommes savent que exercer des violences physiques ou morales, ce n'est pas une bonne attitude pour un homme. Mais vivant dans un environnement qui tend à encourager ces actes, d'autres peuvent être formatés par cet entourage, cet environnement, ces facteurs qui lui permettent, au cas où il y a contradiction, d'exercer ce que le social, la culture lui permet de faire face à son épouse. Professeur, la femme est-elle suffisamment protégée au Cameroun? Les lois qui encadrent les droits de ces femmes-là, présentées comme le sexe faible, on ne va pas faire dans la langue de bois. Est-ce qu'elle est suffisamment protégée? Ce sexe faible-là, est-il protégé véritablement au sein de la société camerounaise? Bon, on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais en réalité, tout ne se passe pas devant la loi dans le cadre des violences conjugales, par exemple. Mais en réalité, ça se passe toujours devant les enfants, devant les membres de la famille restreinte, et parfois entre l'homme et la femme à l'intérieur de leur domicile. Donc, je me dis, si tous les facteurs édictés tout à l'heure peuvent déjà formater les comportements des hommes et des femmes qui se disent, on a dit que je dois me soumettre à l'homme. Et généralement, l'homme qui se dit, je suis le chef de famille, c'est moi qui décide. Et en l'absence de témoins, et parfois ignorant que même les enfants sont impactés par ces violences, tout à fait. Il peut donc arriver que l'homme se targue d'avoir la possibilité de s'imposer lorsque il y a contradiction entre lui-même et son épouse. Le problème, c'est que généralement, les témoins ne viennent qu'après. Et puis, les enfants, lorsqu'ils sont mineurs, ne sont pas toujours à même de témoigner. Parce qu'il est difficile pour un enfant d'aller témoigner contre son père et même contre sa mère. Mais cela, psychologiquement, peut même les traumatiser, ces enfants.
Et les femmes, parfois, assument sans le vouloir et évitent même de dénoncer parce que ça fait une honte pour elles. Et parfois aussi, le regard des autres, des voisins, ne permet pas à la femme, par exemple, de tout dénoncer et de tout dire. Justement, parlons de violence conjugale. On va prendre cet élément de Claude Sandra de Tout qui revient sur un drame survenu cette semaine. Diane Yongwa fut assassinée, je préfère le dire, fut assassinée par son conjoint qui n'a cessé de lui asséner des coups au point de lui ôter la vie. Regardez. C'est ici même, au lycée bilingue Nilon Dokpasi, dans le 3e arrondissement de Douala, qu'officiait Dame Diane Yango, l'enseignante âgée de 33 ans qui est décédée des suites de violences conjugales il y a 3 jours. Son époux, lui reprochant des actes de négligence envers leur enfant, va lui assigner de violents coups, des coups qui finalement vont lui ôter la vie. Après des heures passées aux urgences, elle va succomber à l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala. Dans ses derniers audios envoyés à ses proches, elle crie à l'aide. Trop de menaces, maman. Trop de menaces. Eric va me tuer. Eric va me tuer. Diane Yango laisse derrière elle une famille éprouvée, des collègues, des élèves dans le désarroi total. Depuis l'annonce de son décès, le corps enseignant s'est indigné. Son époux, qui s'est converti en bourreau, a été interpellé et se retrouve actuellement entre les mains de la police à la brigade de Ngodi Bakoko. Retour sur les traces de cette enseignante de l'enseignement secondaire à Douala. Quand ces souffrances ont commencé, elle nous en a parlé, à moi particulièrement, vu que je suis aussi victime de la violence conjugale. Elle est venue vers moi en tant que grande sœur, en tant qu'une expérimentée de la chose, et elle a posé le problème. Alors je lui ai dit, ma petite sœur, regarde-moi, regarde mon corps. Si ça ne va pas, maman, il faut plaquer la porte. Le mercredi, Diane m'appelle étant sur le lit de l'hôpital. Elle m'appelle sur le lit de l'hôpital. Maman Nicole, je veux parler avec toi. Je veux parler avec toi. Je dis, attends, je te rappelle. C'est comme ça que je raccroche, je rappelle. Et quand je la rappelle, elle dit, maman Nicole, je veux que tu viennes me voir. Je veux que tu viennes me voir. On ne peut pas causer au téléphone. Je dis, ok, est-ce que c'est urgent, ma petite soeur? Elle me dit, non, c'est pas urgent. Je peux alors passer demain? Elle me dit oui. Je dis, ok, je vais donc passer demain après les cours. Demain n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais su ce que Diane voulait me dire. Mercredi soir, ce même mercredi soir, Diane est entrée dans le coma. Selon sa conseillère matrimoniale, Diane Yango, entendait par ce silence préserver l'unité familiale. Cette mère de 2 enfants, meneuse du mouvement OTS dans son établissement, était mariée depuis 2020 et résidait au quartier Yassa. Dans l'anonymat, un collègue nous dit sans vouloir de n'avoir pas pu intervenir, ne sachant rien. Une bonne épouse, c'est une femme qui cultive le silence. C'est une femme qui cultive le silence. C'est une femme qui ne veut pas énuder. C'est pas une femme qui veut exposer la vie conjugale. Moi, je vous dis, ce monsieur a assassiné la plus belle femme qu'il aurait eue de sa vie. Et c'est ainsi qu'elle reste à jamais gravée dans les cœurs de ceux qui l'ont connue. Professeur, si on revenait sur les qualités d'une bonne femme dans un foyer, on vient de l'entendre au sortir de ce reportage, une bonne femme est celle qui garde le silence pour préserver la crédibilité ou alors le bonheur dans son foyer. Comme je l'ai dit tantôt,
un bon couple a besoin de dialogue. Et je l'ai aussi dit avant que l'environnement psychosocial et en même temps les mœurs et même la loi quelque part qui fait de l'homme le chef de la famille peuvent être à l'origine de ce tonus. Je sais que les hommes savent que taper sur leur femme n'est pas une bonne chose. Mais en dehors du regard, d'autres même le font, sous les regards de tout le monde, parce que ils sont formatés par la société et ils se disent qu'ils ont tous leurs droits parce que s'ils veulent rester un homme qui s'impose, ils doivent aussi s'imposer d'abord à leur épouse. Donc, vous avez suivi tout à l'heure ce que le monsieur disait. Une bonne femme, c'est celle qui sait garder le silence. Mais il s'agit de quel silence? Parce que je me dis qu'un bon couple cultive le dialogue. Pour que les gens arrivent jusqu'au lien du mariage, ils doivent s'étudier les uns les autres, chacun devant comprendre qu'est-ce qui heurte l'autre et éviter des comportements susceptibles d'heurter l'un ou l'autre. Mais en réalité, je l'ai déjà dit au départ, c'est la société qui parfois permet de construire certaines violences de l'homme à la femme. J'ai même dit que même la religion qui démontre par tous les moyens que la femme a été constituée par la côte de l'homme, cela veut dire que si on analyse très bien, Dieu aurait seulement créé l'homme. Mais professeur, j'aimerais bien justement vous poser la question, est-ce que la femme est-elle faite pour le mariage? Devrait-on voir, toujours considérer le mariage comme l'idéal pour la femme au regard de ces tristes actualités? Le mariage, c'est un fait social. Et comme nous savons qu'un fait social, il est contraignant. Il est extérieur à l'homme, il est contraignant. Parce que si un homme... Il est contraignant uniquement pour la femme, parce qu'on devrait se dire que l'homme devrait également considérer, même s'il est de nature violent, l'homme devrait considérer que c'est ma femme et je ne devrais pas frapper sur elle, par exemple. J'étais en train de dire, c'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas encore. Ils savent que l'homme est le chef de famille et en tant que chef, il croit qu'il lui est permis de corriger sa femme comme il veut et quand il veut. Je me dis que là, on a besoin d'une éducation familiale. Je pense que pour les femmes même, il devrait avoir des centres d'écoute qui n'ont pas nécessairement besoin qu'elles se déplacent pour aller dénoncer, mais avoir un contact là où si elle se sent menacée, elle peut appeler pour dire voilà ce qui m'arrive. Et ce centre d'écoute ne devrait pas émaner d'une institution parce que les violences hommes sur la femme, c'est un trouble social. Ce n'est pas seulement pour traumatiser les enfants lorsqu'ils sont en bas âge, mais également pour s'aimer le trouble autour des voisins. Parce que vous faites un bruit et parfois des cris dérangent les voisins.
Mais au niveau même des institutions, parfois, les femmes peuvent aller dénoncer, mais parfois, je peux le dire, les hommes se sentent un peu solidaires les uns les autres. Ils se disent, si c'était à ma place, qu'aurais-je fait? Mais cela ne rend pas souvent la justice très fiable, parce que quand nous on était étudiants, on nous disait, en tout cas tous les procureurs à l'époque, la plupart c'était des hommes, et qui se regardaient d'abord comme hommes avant d'écouter le message venant des femmes qui veulent dénoncer. Mais aujourd'hui, nous avons aussi des femmes procureurs et qui se battent pour que justice soit faite. Mais maintenant, le regard des autres, l'humiliation ressentie par la femme qui quitte son foyer suite à ces violences, permettent parfois qu'elle supporte, alors que parfois elles sont victimes jusqu'à leur dernier souffle. Ça, c'est la société. Il est question de remettre, d'interroger la place de la société dans les perceptions de ces femmes-là qui préfèrent subir que de quitter ces foyers où elles subissent des violences parce qu'elles se disent tout simplement « j'aurais honte de quitter mon foyer ». Quel avenir pour mes enfants? Comment gérer la pression sociétale, la pression de la société? On devrait interroger les préjugés de cette société-là, professeur. On dit toujours, devant l'objet de recherche, l'homme est toujours, l'être humain est toujours vieux. Parce qu'il a devant lui les préjugés. Et ces préjugés, parfois, déterminent son action. Elle peut aller consulter sa propre famille. Mais la famille va toujours lui dire, il faut supporter. Parce que ce n'est pas bien d'abandonner les enfants sous prétexte que les violences sont exercées sur vous. Moi, quand j'ai été étudiante à la faculté de droit de l'université de Yaoundé, parce que c'était la faculté de droit et sciences économiques, notre professeur nous disait, si vous avez des conflits avec votre mari, si vous voulez partir, laissez-lui les enfants. Mais très peu de femmes peuvent le comprendre. Parce que si une femme tente de laisser les enfants en bas âge, comme celle dont on parle actuellement, je ne vois pas son mari en train de supporter toutes ces tracasseries. Mais la femme aura toujours un remords pour elle. J'ai abandonné mes enfants. Elle ne sait pas qu'en laissant les enfants même au mari, au lieu que celui-ci soit en train de chercher une autre personne qu'il payerait, parce que la personne garde les enfants, il va comprendre que la femme joue un rôle important. Ce n'est pas pour rien qu'en cas de divorce, que la femme soit une femme seulement au ménage, on partage les biens de la famille, s'ils sont sous un régime de biens communs. Parce qu'elle joue un rôle que le mari n'évalue pas souvent. Et que s'il n'est pas là, si le mari évalue ce qu'il dépenserait. Un rôle qui semble être aujourd'hui négligé par la société. Car on se dit que si ce rôle était véritablement pris en compte, la femme ne serait pas victime d'autant de violence. Parce qu'on va se dire, l'homme peut se dire peut-être, c'est la mère de mes enfants, c'est celle qui encadre mes enfants, alors je lui dois du respect, je me dois de la protéger. Pourtant, c'est le contraire aujourd'hui. On voit des maris qui deviennent des bourreaux. Donc, c'est quand même grave, professeur. Bon. Justement,
c'est cette mentalité-là qui, à mon humble avis, encourage les violences. Parce que si l'homme peut le comprendre, et ce que je disais tantôt, si une dame est menacée régulièrement par son époux, qu'elle tente de laisser son époux seul avec les enfants, s'ils n'ont même pas une babysitter, même pendant un mois, il va commencer à comprendre que ce n'est pas une petite affaire. Et si c'est un homme responsable, il va aller chercher sa femme. Parce qu'il va comprendre que même étant au ménage, cette femme-là joue un rôle très important. Et je me dis que la loi devrait être popularisée au niveau de faire comprendre au couple le rôle que l'un et l'autre jouent ensemble pour le développement psychique, psychomoteur de leurs enfants. Parce que si vous voulez avoir des enfants bien éduqués, vous-même, vous devez jouer un rôle dans ce sens. Mais si vous croyez que les enfants sont capables de subir tout ce qu'il y a comme traumatisme et devenir des êtres normaux, ce n'est pas normal. Et c'est pour cela qu'il y avait à un certain moment l'éducation à la vie familiale. Je me dis que cette branche-là doit être réactivée et qu'on forme des femmes avant leur mariage et des hommes également avant le mariage à cette éducation à la vie familiale. Parce que je crois que cela manque beaucoup à la plupart de nos couples aujourd'hui. Et ça cause un gros préjudice pour l'éducation des enfants. Professeur, et si on interrogeait les générations, vous n'êtes pas loin de ces générations-là, où on a vu des maris, nos parents, pour ce qui est de ma génération, protéger leurs femmes. Pourquoi aujourd'hui, le phénomène est plutôt... c'est l'inverse aujourd'hui. Pourquoi on n'a pas... jamais des parents, on n'a jamais vu des parents, les générations, comme je le disais tantôt, frapper sur leurs femmes. C'était plutôt des parents aimants, des époux aimants. On était face à des époux aimants, des époux protecteurs. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Comment expliquez-vous cela? Cela dépend de l'éducation des enfants. Parce que si un homme, avant l'âge de 5 ans, a reçu une très bonne éducation de ses parents, il sera moins enclin de taper régulièrement sur sa femme. Mais s'il n'a pas reçu cette éducation, il le fera et croirait que cela constitue son droit. Et je me dis, s'il n'a pas pu le faire, moi je dis toujours, une femme doit être capable d'élever ses enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. Après 5 ans, l'enfant peut même aller chez la tante, chez la grand-mère, chez les autres. Mais il a déjà formaté une personnalité. Mais lorsque l'enfant n'a pas eu une bonne éducation entre sa naissance et l'âge de 5 ans, il a raté le coach. Et ça fait qu'il va devenir un homme qui a été formaté autrement. Et même si sa famille ne le sait pas dès le départ, ils comprendront que cet enfant-là n'a pas leur éducation. C'est ce que nous vivons aujourd'hui parce que les hommes et les femmes travaillent. Et les femmes passent moins de temps avec leurs enfants. Et la vie de ces enfants peut parfois dépendre de l'éducation de la babysitter. Alors, professeur, comment est-ce que ces femmes devraient se comporter lorsqu'elles sont victimes de violences? On a vu, comme le reportage l'a souligné, Dianiangwa était dans un foyer où elle subissait des violences, mais elle n'a pas pris l'initiative sans toutefois vouloir juger une défunte. Elle n'a pas eu la force, le courage de quitter ce foyer où elle était victime de violences. Alors, quel devrait être le comportement que vous préconisez pour ces femmes victimes de violences aujourd'hui? Comme je l'ai dit avant, cette femme devait dénoncer.
Mais maintenant, en dénonçant, elle a eu peur de la stigmatisation. Parce que lorsque, après avoir dénoncé, peut-être ce serait un divorce, mais si les juges prennent la peine de bien analyser ce qui est à l'origine des violences dans le couple, parfois l'époux peut avoir raison. Il faut donc que le juge prenne la peine de comprendre les conditions du mariage, comment cet homme et cette femme se sont mariés. Est-ce que cette femme peut être indépendante au niveau économique? Est-ce que l'homme, par exemple, a une bonne éducation? Parce qu'en écoutant les deux, on arrive à comprendre pourquoi l'un pourrait exercer la violence. Ce n'est pas dit que tous les hommes, on ne peut pas le dire aujourd'hui, que tous les hommes, parce qu'ils ont exercé des violences sur leur femme, ils ont tort. Mais il faut analyser, comprendre. C'est en utilisant... Mais on ne peut pas le dire, professeur, mais on peut considérer le fait que la violence n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution, ce n'est pas la solution dans un foyer. Et j'ai dit tantôt que beaucoup d'hommes savent que ce n'est pas la bonne manière de se comporter, mais ils le font quand même parce que j'ai dit que c'est une construction sociale. Ils ont vu que d'autres le font. Et pourquoi eux qui sont déclarés chefs de famille? Moi, je me dis, lorsque le maire déclare l'homme chef de famille, il devrait lui expliquer ce que cela voudrait dire. Très bien. Bon. S'il le lui explique, et même au niveau du tribunal, si une femme se plaint, les gens devraient comprendre d'abord le contexte dans lequel le couple vit et comprendre que parfois la femme est gênée d'aller devant les juges, exposer même sa vie intime. Parfois, ça peut être des problèmes intimes que la femme n'ose même pas. Il faudrait donc, professeur, vous ne pensez pas qu'il faudrait donc qu'on sensibilise ces femmes à se dire, aller au-delà de ces perceptions-là, dénoncer lorsque vous êtes victime de violence? Oui, je voulais dire. Il faut remettre... Par exemple... Et je me dis, on se dit peut-être qu'il faudrait que la femme soit d'abord prédisposée à dénoncer pour le faire. Mais il faut aussi qu'elle soit sûre qu'en dénonçant, elle serait comprise. Parfois, vous dénoncez, je l'ai dit tantôt, vous êtes devant un juge homme qui lui-même se met à la place du mari violent. Et parce qu'il se met à la place de ce mari violent, il va dire, si cet homme soupçonne sa femme de ne pas faire telle chose, moi-même j'aurais pu le faire. Je vous ai dit tantôt qu'on avait un professeur de droit qui nous disait que parce que les procureurs en majorité sont des hommes, quand ils conçoivent, ils élaborent des lois, ils le font d'abord comme des hommes. Il est donc question que si on doit concevoir et élaborer une loi pour protéger la vie familiale, qu'il y ait un groupe multidisciplinaire avec des hommes et des femmes qui comprennent les uns et les autres les problèmes de chaque catégorie. Mais si c'est les hommes qui sont simplement ces gens qui conçoivent nos lois, il y aura des prises à partie. Mais si c'est les femmes également, elles vont toujours avoir des prises à partie. Mais si c'est un groupe multidisciplinaire et qu'on s'assure que dans le groupe, chacun exprime librement ce qu'il veut par rapport à la loi, on peut donc arriver à une loi cadre qui entoure le fonctionnement des couples dans notre pays, parce que la famille est quand même le noyau de notre société. Et je me dis, il nous faut une loi pour permettre d'encadrer la famille qui est essentielle pour notre société. Quel impact sur l'éducation donnée par la femme aux enfants? Je veux dire, lorsqu'une femme est battue,
J'aimerais que vous releviez une fois de plus l'impact que cela pourrait avoir sur l'éducation donnée à ces enfants. Ce que j'ai dit tantôt, je disais que parfois, l'homme violent ignore cet aspect. Il ignore que le fait d'exercer des violences sur son épouse et devant des enfants, cela traumatise les enfants. Il y a un penseur qui disait que l'enfant est le père de l'homme. Parce que ce que l'enfant vit pendant son enfance formate sa personnalité. Mais beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes l'ignorent. Mais si on instaure, avant il y avait ce qu'on appelait couramment chez les catholiques le siksa. Avant le mariage, la femme allait apprendre, allait avoir l'éducation à la vie familiale. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que les hommes, au lieu d'aller laisser sa femme pendant 6 mois, profiter de cette éducation à la vie familiale, ils se marient sans le faire. Mais la femme également n'est pas éduquée de façon à permettre que les enfants ne vivent pas les querelles hommes-femmes. Parce qu'il y a des hommes qui peuvent, des couples qui peuvent avoir des problèmes entre eux et évitent de se disputer devant les enfants. Et ils font un effort pour le faire en dehors des enfants. Mais si l'un et l'autre n'ont pas cette éducation, ils ne savent pas l'impact que cela aura sur la personnalité des enfants. Si la femme même n'a pas cette éducation, elle ne pourra rien donner comme éducation dans ce sens à l'enfant. Si l'homme a cette éducation, il peut, s'il dialogue avec sa femme, permettre que sa femme soit éduquée. Et puis la femme peut également permettre à l'homme d'être éduqué s'il y a une culture de dialogue entre les deux. Bon, cela est un déficit au niveau social. Parce qu'on dit toujours, nul n'est censé ignorer la loi. Mais moi, je crois que beaucoup de citoyens ignorent la loi au Cameroun. Parce que ce n'est pas dans un langage simple pour tout le monde. Et je me dis, on peut procéder à l'éducation à la vie familiale, peut-être même former des experts dans ce domaine qui peuvent gérer des centres d'écoute et que les hommes et les femmes, avant de se marier, qu'on leur donne une attestation qui prouve qu'ils ont au moins fait 6 mois pour maîtriser cette forme d'éducation et que la loi même prenne en compte tous ces facteurs sans discrimination d'hommes-femmes. Et je me dis cela pourrait diminuer parce qu'on nous dit qu'il y a plus d'une trentaine de femmes qui ont été assassinées. On ne peut pas savoir quel est le nombre de celles qui sont mortes entre 4 murs et que dans le silence, sans que cela ne soit... Et que le monsieur n'ose même pas affirmer. Parce que pour le cas d'espèce, on dit que le mari était en train de vouloir mettre son épouse qui n'arrivait plus à s'élever dans la malle arrière. S'il avait eu la possibilité de le faire, il allait partir, garder son épouse à la maison, attendre 2-3 jours et déclarer une autre mort. Il dit, madame, mon épouse, je ne sais pas, depuis 3 jours, elle a fait une maladie et comme on ne procède pas à l'autopsie de tous les corps, sauf si les voisins peuvent avoir le courage de dire qu'il y avait quand même les bruits dans la maison. Mais elle a dit quelque part qu'elle est allée chez une voisine et la voisine lui a dit, je ne peux pas te garder chez moi, je vais te raccompagner. Parce que les gens ont peur de toutes ces choses-là. Alors que si ce n'était pas des récidives, elle aurait pu éviter qu'elle soit fouettée jusqu'à ce niveau-là. Donc il y a beaucoup de choses au niveau de la société qui doivent être faites. Il y a des choses au niveau même de nos juridictions. Parce que la lenteur des juridictions ne permet pas à la femme de croire que ce soit possible d'arrêter les violences
avant 2 mois, parce que les procès durent toujours les 2 à 3 ans. On va toujours laisser une période pour dire qu'ils peuvent se réconcilier. Et pendant ce temps, il peut toujours voir la fin de sa vie. Donc, les procédures, ils doivent le faire parce que l'État camerounais protège le mariage. Bon, tous ces facteurs-là doivent être pris en compte. C'est pour cela que je disais, s'il faut une loi pour protéger les couples, moi je dirais les couples parce qu'on protège l'homme, on protège la femme, parfois aussi des femmes exercent des violences sur des hommes, mais c'est là... beaucoup plus ce sont les femmes qui sont victimes de ces si on le dit, on va dire que c'est parce que nous sommes des dames. Et ça peut être aussi des violences exercées par des femmes. Mais tout cela doit être pris en compte et puis exiger une célérité dans un type de procès qui peut sauver la vie d'un couple. Ou alors de les séparer, si c'est pas possible, de les réconcilier. C'est compris, professeur. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie de votre émission. Docteur, un dernier mot? Un dernier mot, je voudrais dire que l'homme et la femme ont été créés. Je ne veux pas aller écouter les commentaires de comment ils ont été créés. Ils ont les mêmes droits. Et je me dis que si chacun respecte les droits de l'autre, ils peuvent constituer un bon couple et avoir les enfants bien éduqués. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nous aurions voulu avoir un syndicaliste sur ce plateau, porte-parole intersyndical précisément, enseignement secondaire du littoral. Mais Monsieur Lemopi a dû avoir un souci ce midi et finalement, nous n'allons pas l'avoir sur ce plateau. Alors, mesdames et messieurs, donnons-nous rendez-vous. Déjà, professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir de vous revoir sur ce plateau. C'est moi qui vous dis merci. Et j'espère que d'ici peu, nous aurons une loi cadre qui régule la vie des couples. C'est essentiel pour notre société. C'est compris. Merci de nous avoir regardés. Donnons-nous rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 12 h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.